Des humains ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Je suis Jonathan Belleroux. Je suis Camille Serme. Bienvenue dans Héros minuscules. Parce que le monde dans lequel nous vivons a besoin d'humanité et de jolies histoires. Ensemble, allons à la rencontre d'humains étonnants pour entendre, partager et s'inspirer d'un bout de leur vie. Et pour que leurs histoires impactent les nôtres à tous. Qu'est-ce que vous évoque la poésie ? Quel est l'impact qu'elle a eu sur votre vie ? Ou pas, d'ailleurs. Et si la poésie offrait un peu de bonheur, voire de satisfaction, même en milieu de détention ? Aujourd'hui, pour Héros minuscules, Camille rencontre Julie, qui est responsable de projet à la Factory, qui est la maison de la poésie de Normandie. Et autant vous dire que Julie, des projets, elle en a plein. Elle va vous parler du lien entre sa grand-mère et un bus qui fait voyager les gens dans un univers étonnant sans pour autant se déplacer. Elle va également parler de la liberté que peut offrir l'écriture, même en centre de détention. Une occasion de se rappeler que derrière les mots, il y a l'intimité, la créativité, le beau et la liberté. Bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de nous recevoir ici, dans la Factory. Mais de rien, c'est un grand plaisir après la rencontre à Paris. Oui, exactement. Alors, ce lieu incroyable, c'est la première fois que, du coup, pour Héros minuscules, on se déplace. Donc, voilà, on est évidemment enchantés par ce lieu que tu vas nous présenter. Et voilà, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés à Paris. C'est ça. Grâce aux poésies... Poétobus. Poétobus, pardon. Et donc, c'est la raison pour laquelle on avait envie de te faire intervenir, parce que le but de ce bus, dis-nous. Alors en fait, le but du Poétobus, c'est de pouvoir apporter la poésie essentiellement contemporaine et la culture dans des endroits où il n'y en a pas, où les habitants des petites communes ils n'ont pas de lieu culturel, ils ont peu d'outils pour découvrir la poésie et la culture, et aussi de faire passer aux familles des moments rigolos et sympas à travers des jeux, tout en leur faisant découvrir la poésie et leur montrer que c'est accessible, et d'avoir quelqu'un en face d'eux aussi qui est pas quelqu'un d'érudit, mais qui a juste vraiment ce désir de partager ça et qui est au même niveau qu'eux, et pour essayer de réduire un peu le fossé entre la culture et les gens qui en sont éloignés, juste de faire en sorte que les gens arrêtent de flipper en disant c'est pas pour moi, alors qu'en fait c'est carrément pour tout le monde et c'est ok. Trop bien. Bah ouais, c'est ça qui nous a tout de suite plu dans ce projet. Avant de te présenter plus en détail, est-ce qu'on aime bien commencer le podcast en demandant à notre invité quelle est la musique, la chanson du moment qui représente un peu son humeur ? La chanson du moment qui représente mon humeur. Alors, je ne connais pas le titre. Si, c'est Life. Oui. Je sais pas si tu as vu le film Drunk. Ah non. Et en fait, c'est Live, c'est une musique qui est très enjouée. Ouais. Où en fait, le résumé un peu du film, pour expliquer un peu pourquoi cette musique-là, c'est des amis qui décident de faire l'expérience d'être tous les jours un peu ivres. Okay. Et de constater ce que ça fait dans leur vie, le total lâcher prise. Donc forcément, il y a des personnages pour qui ça se passe mal, d'autres pour qui ça se passe très bien. Et en fait, le film se conclut sur le personnage principal où il y a cette musique-là qui danse. Et en fait, pendant tout le film, on entend parler de cette fameuse danse qu'il a fait dans les années 90 au bal de promo sur cette musique. Et en fait, on n'entend jamais parler, c'est un peu le fil rouge de ça. Et à la fin du film, la musique passe et il danse, et le mec, il lâche tout, il lâche les chevaux, il est heureux. Ok. Et il a pas peur de se mouvoir, de danser, de sauter, de faire des saltos, de sauter dans l'eau. Et tout ça sur cette musique que je trouve très entraînante et très douce en même temps, et qui donne envie, de danser dans la rue en marchant. Et ça, c'est un peu mon mood du moment. Ok, super. C'est du coup, c'est happy aussi, happy life. C'est ça. Trop bien. Alors maintenant que tu nous as décrit un peu ton humeur, est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus sur toi ? Qui es-tu, Julie ?
Alors, je ne suis pas habituée à parler de moi, donc je ne sais pas par où commencer. Bah, je vais commencer par ce que je fais ici, Oui. ça va un petit peu découler, de mon histoire. Donc ici, je suis chargée de développement du livre et de la lecture, Mhm. où, bah, comme j'expliquais tout à l'heure à travers, le Poète au bus, où en fait, mon travail, c'est vraiment de développer des projets culturels pour apporter la culture partout, notamment en détention. Et en fait, bah, ça en dit assez long sur moi et mon histoire, puisque je viens d'un milieu où la culture n'était pas du tout présente, Ok. où j'avais pas accès, j'étais la seule de ma famille à lire, à réclamer des musées, des choses comme ça. Tu es d'où à la base? Moi, à la base, je suis de Routot, un petit village de campagne. Donc, D'accord. j'avais un peu l'impression d'être une ovni par rapport à mes passions et par rapport à mes centres d'intérêt. Mes parents m'ont toujours soutenue, mais je sentais bien que ça les dépassait un petit peu. Ils m'ont toujours encouragée Mhm. à lire et à être curieuse. Mais voilà, ils n'avaient pas forcément ni le temps ni les moyens de me faire découvrir tout ça. Mhm. Et le fait de maintenant travailler à ce poste-là et que mon boulot soit de faire ça, moi, je suis passionnée par mon boulot parce que c'est une Mhm. j'allais dire un gros mot, mais c'est une sacrée revanche Tu peux, hein. sur la Julie du passé, en fait. Et Ouais. maintenant, moi, même avec le Poète au bus ou quand je vais en détention ou dans des quartiers, dans des villages où je vois des petites gamines qui osent pas trop, qui sont timides, m'approcher, mais en fait, j'ai l'impression de parler à la Julie qui avait 15 ans à l'époque, qui était curieuse, mais qui osait pas aller parler aux adultes Mhm. en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais bien, je veux savoir. Ouais, Et c'est génial. c'est ma petite revanche, en fait, sur C'est la beau. vie. C'est très beau. Et qu'est-ce qui, du coup, c'est quoi l'origine, du coup, de ce Poète au bus? Alors, le Poète au bus, l'origine, ça venait de ma mamie, Mhm. qui maintenant est décédée, mais elle était très âgée, elle est décédée à 98 ans. Waouh. Et jusqu'au bout, elle était à la bibliothèque municipale de son village. Ok. Et un jour, je suis arrivée chez elle, elle avait la jambe pleine de bleus, enfin des bleus sur le visage. Je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Bah, Ouais. j'étais à la bibliothèque à rapporter mes livres, et je suis tombée en revenant, parce qu'à la fin, elle avait mal aux jambes. Ah ouais. Et en fait, bah, je l'ai un peu houspillée en disant, mais mamie, en fait, faut Mm. pas, enfin, tu peux plus maintenant. Je me dis, mais en fait, non, moi, j'ai besoin d'aller à la bibliothèque, j'ai besoin d'avoir des livres, j'ai besoin de lire. Mhm. Donc après, bah, les mois passant, il y a eu le confinement qui est arrivé peu de temps après. Et en Ouais. fait, la discussion que j'avais eue au tout début avec ma grand-mère qui me parlait de ça m'avait déjà donné une idée et réveillé une petite étincelle de me dire, mais en fait, oui, effectivement, les personnes empêchées qui peuvent pas aller vers la culture, il faut pouvoir vraiment les rapprocher de la culture au maximum et leur offrir ce service. Comme, moi, je me dis, voilà, s'il y avait eu ce service-là pour ma grand-mère à l'époque, où il y Mhm. avait un bus qui venait déposer ses livres devant chez elle, Ouais. il y aurait pas eu cet accident. Donc Mhm. petit à petit, ça a fait des petits bébés dans ma tête, dans mon cerveau. Donc la jeunesse, c'est vraiment ça. Et après, il y a eu le confinement, Ouais. où tous les centres étaient fermés, plus personne n'avait accès à la culture. Et en fait, j'ai continué à penser ça pour... En fait, j'ai pensé l'objet pour être complètement autonome et pour pouvoir aller dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les écoles, Mhm. mais où je ne solliciterais pas les soignants ou le personnel encadrant parce qu'en fait, c'est déjà des personnes qui ont énormément de travail. Mhm. Et je sais que quand on croule sous le boulot et qu'on nous propose un projet, même si on a envie de le faire, on n'a pas forcément le temps ni l'énergie. Donc, j'ai vraiment pensé pour dire, moi, vous me mettez sur un parking et je fais le reste, en fait, c'est OK, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, là, tu as l'idée. Ouais. Et du coup, concrètement, après, comment tu as trouvé le bus? Alors, déjà, j'ai eu l'idée, j'en ai parlé à mon patron. Oui. Je suis arrivée un matin en disant, Patrick, j'ai une idée. Et en fait, il m'a suivi. Alors, attends, remets-moi dans le contexte. Ton patron de la factory? Le directeur de la factory, donc Ok. Patrick Verscheren, qui est un directeur pas vraiment comme les autres. Il nous suit un peu dans nos folies, dans nos idées, et il nous encourage vraiment à développer des idées un peu folles qu'on a. Et plus les idées qu'on a sont folles, plus il nous soutient, il nous suit. Donc ça, Trop c'est une bien. grande chance pour chacun des membres de l'équipe. Mhm. Donc voilà, je lui ai parlé de cette idée-là, il a suivi. Ok. Après, il y a eu une grosse recherche de mécénat pour pouvoir nous permettre d'acheter le bus. Mhm. Donc c'est un mécénat qu'on a trouvé par le Crédit Agricole, qui nous a tout financé. Et même humainement, qui nous ont suivis, ils ont été là à l'inauguration, ils se sont vraiment investis, ils sont venus avec leur famille. Génial. Donc ça m'a un peu réconcilié avec les banquiers. Des fois, on a une mauvaise image. C'est ça, et là au final, donc c'est grâce à eux, une fois qu'on a eu le mécénat, il fallait trouver le bus, l'objet parfait. Donc Patrick, dans sa folie, un matin est venu avec une caravane
Ah oui. En me disant, Julie, j'ai trouvé ton bus. Non, Pas tout à fait ce que j'avais en non, tête. bah, toute seule, moyen chaud de Ouais. manœuvrer la caravane. Donc voilà, on a écumé les annonces et j'ai fini par trouver le Poète au bus qui, à la base, était une crèche mobile Ah oui, dans la région parisienne. ok. Donc j'ai été le chercher à Paris et je l'ai Waouh. ramené avec un collègue à moi. Et après, bah voilà, on a imaginé le design extérieur. Ok, L'aménagement du bus, il a été fait par des amis qui sont plasticiens, qui fabriquent des décors d'accord. de théâtre avec des éléments recyclés. Ok. Donc on a vraiment tout pensé. Et après, une fois qu'on avait l'objet, c'est bon, bah qu'est-ce que maintenant on fait? Qu'est-ce qu'on propose Mhm. comme animation? Comment on développe tout ça? Alors, est-ce que tu veux bien nous décrire un peu ce bus? Comment c'est à l'intérieur? Alors à l'intérieur, il y a des banquettes. On a mis beaucoup de banquettes et d'assises pour que les gens puissent s'asseoir et surtout les enfants puissent se Mhm. réfugier un petit peu comme dans un petit cocon. Mhm. Il y a des livres, on a beaucoup de jeux de société Ok. et on a aussi et surtout, c'est ça qui fait énormément d'effet, on a un petit studio d'enregistrement. Oui. Donc Mhm. on peut permettre aux gens, quand on anime des ateliers d'écriture, on peut leur dire, bah là, si votre texte vous avez aimé, on vous enregistre et après on vous l'envoie par mail, comme ça vous gardez une trace Mhm. de vos écrits. On a aussi plein de jeux, plein de choses pour divertir les adultes et les enfants. On a des casques où en Oui. fait les gens ils peuvent écouter de la poésie au casque Mhm. en étant installés dans des chiliennes pendant que nous on joue aux jeux de société avec leurs enfants, donc ça les parents adorent. Ah oui, Donc tout le monde y gagne. tout le monde y gagne. En fait, c'est ça, il y a vraiment toutes les façons de découvrir la poésie. Mhm. Si on ne sait pas lire ou si on lit peu, ben on peut l'écouter. Pour les enfants, on peut le dessiner, on peut le découper, on peut le parler. Et on a vraiment fait en sorte d'avoir vraiment tous les canaux possibles pour se l'accaparer, en fait, tout simplement. Ouais. Ouais, c'est ça qui nous avait... Parce que donc nous, on s'est rencontrés à Paris. Oui. Lors de... Il me semble, c'était... Pour quelle occasion déjà? Alors, c'était le festival du Haut des Cimes Oui. de Ménilmontant, qui est Mhm. organisé par Julien Marclan, qui fait un gros festival dans ce quartier-là tous les ans, Ok, autour de la poésie contemporaine. Et Julien Marclan, c'est un grand ami de la maison. Donc, d'accord. dès que ça a été construit, c'était prêt, il nous l'a pris tout de suite. Et donc, on avait eu la chance de te rencontrer, toi et une collègue aussi, Oui, Marie. Marie, qu'on salue. Et oui, on a tout de suite trouvé le concept incroyable, très touchant, très... Oui, comme tu dis, il y a tous les... plein d'aspects, en fait, qui peuvent amener à redécouvrir la poésie. C'est ça. C'est ce qui nous a touchés aussi. Comment c'est reçu par le public en général? Alors, le public il faut vraiment rester sur des longues périodes pour que D'accord. le public ose ouvrir un recueil ou vraiment se plonger au cœur de la poésie. Ah ouais. Mais par contre, l'objet les rend très curieux, donc ils tournent autour, ils lisent toutes les petites phrases qu'il y a dessus, parce qu'on en a mis beaucoup, donc déjà ça les interpelle. Mhm. Et quand ils osent franchir et nous accompagner dedans pour le visiter avec nous, là ils découvrent toutes les possibilités. Et oui, en discutant avec eux, en les rassurant, Ouais. en disant, mais en fait c'est ok, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous on est là si vous avez des questions. Et là ils osent se poser et lire et découvrir. On a eu, par exemple, des fois deux adolescentes qui sont venues, qui ont lu des livres de poésie et qui ont demandé à enregistrer notamment un poème de Mara El Masri, Ok. je crois. Et ouais, des enfants de 13-14 ans qui ont lu de la poésie féministe. Petite victoire. J'avais gagné ma journée. De quoi les gens sont très curieux et ça les rend très nostalgiques des bibliobus D'accord. qu'il y avait eu à l'époque Ouais. aussi, que moi j'avais connu dans mon petit village de campagne Mhm. et où j'avais été très triste quand il avait arrêté de tourner. Ouais. C'était une de nos questions aussi avec Jonathan. Pour vous, du coup, tout le monde peut être poète? Oui. Je pense que chaque personne qui a conscience du monde qui l'entoure, Mhm. qu'il soit bon ou mauvais, est un poète. Même s'il n'ose pas l'exprimer, il y a forcément dès qu'on ressent des émotions et qu'on se rend compte de ce qui nous entoure, on a forcément des pensées, des choses qu'on trouve belles, Mhm. que quelqu'un d'autre ne trouvera pas forcément belles. Mais je pense qu'à partir du moment où on est conscient de ce qui nous entoure, on est poète. On n'ose juste pas l'écrire. Ouais. C'est ça. Et après, ce qui est chouette aussi avec votre initiative, c'est que, comme tu dis, si on ne sait pas l'écrire, on peut l'enregistrer.
C'est ça. le Le dessiner. dessiner, on a eu une dame pareil, qu'on avait fait en atelier d'écriture, parce que quand il y a des gens qui veulent écrire mais qui osent pas trop, on anime des ateliers, on les assoit, on leur donne des petits exercices de style. Ok. Et une dame au début qui était assez réticente, qui osait pas: «Non, la poésie c'est pas pour moi». Et c'est pareil, c'est l'une des dames où à la fin de l'atelier, elle était tellement fière d'elle et du texte qu'elle a fait, qu'elle a été s'enregistrer, alors qu'au début avec ma collègue, on savait pas si ça allait prendre, si elle allait Ouais. prendre plaisir à écrire. Au final, elle s'est découvert une plume et elle est sortie de l'enregistrement, elle a appelé ses enfants en disant: «J'ai écrit un poème». Oh. C'est Et génial. là, pareil, oui, j'imagine que ça vous rend Ah heureuse ouais, c'est ça, c'est la satisfaction et Ouais. l'utilité. Ouais. Enfin, c'est à travers ces petits moments-là, on se rend compte de la vraie utilité, d'être là un dimanche à 20h sous la pluie, sur une place de village. Oui, parce qu'il faut avoir des convictions fortes pour faire ce que vous faites. Ah, il faut être déterminé, oui. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations qui sont pas forcément simples Mhm. et on s'accroche, c'est ça, à ces petits moments magiques quand on rencontre des gens et ça nous donne la force de continuer. D'ailleurs, si on touche une seule personne, on a gagné. Donc on Ouais. y va quand même, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir, c'est quoi les plus gros challenges que vous ayez? De façon personnelle ou professionnelle? Les deux. Moi, mon gros challenge, de façon personnelle comme professionnelle, je dirais faire bouger les choses, faire bouger au moins une chose. Mhm. Et le petit défi que je me suis lancé à dire, comme par exemple à travers le poste que j'ai à la détention, Mhm. le challenge d'arriver là-bas il y a 4 ans en disant: «Moi, je vais faire apprécier la poésie à des détenus, je vais faire écrire de la poésie à des détenus. Je vais aller chercher des détenus dans leurs cellules pour leur dire: "Viens, tu vas m'écrire ton histoire, tu vas écrire, tu vas voir, ça va être bien Ouais. et tu vas être doué pour ça".» Ouais. Ça, ça fait partie des challenges que j'ai au quotidien et ça marche la plupart du temps. Ouais. Ouais, j'ai quand même beaucoup de victoires par rapport à ça, donc c'est ça qui me pousse aussi à d'autres projets, parce que j'ai commencé à la détention et après il y a eu le Poète au bus, donc qui m'amène vers d'autres challenges et c'est ça, c'est toujours dans changer les choses et changer, être utile sur le Ouais. terrain à petite échelle, dans mon petit coin tranquillement. Un vrai héros minuscule. J'adore. Donc du coup, tu continues en détention. Je continue en détention, oui, tout à fait. Et donc ça, c'était ton idée aussi, amener la poésie. Alors la détention, au début, c'était pas mon idée. Moi, j'avais D'accord. jamais pensé être responsable de bibliothèque en détention. Enfin, je suis un petit peu arrivée là par accident. Ok. On va pas se mentir. Tu veux nous raconter? Oui, en fait, moi, quand j'ai commencé à la factory, donc j'ai commencé par des toutes petites tâches. Mhm. Donc je faisais le ménage, je tenais le bar pendant les soirées. Après, j'ai commencé par faire des ateliers dans les écoles pour initier les tout petits à la poésie, à développer leur imaginaire. Mhm. Et un jour, je suis arrivée, donc mon directeur Patrick, il me dit: «Tiens, Julie, ça te dirait d'être responsable de bibliothèque en tôle?» Alors, j'ai jamais été en tôle de ma vie. Je ne suis pas bibliothécaire, Patrick. Enfin, donc je sais pas. Enfin, faut quand même que je réfléchisse. En fait, je me suis dit: «Mais si ça marche, ça Ah va être ouais. génial». Ouais. Et c'est comme ça que j'ai atterri en détention. Ok. Donc, et ça fait 4 ans maintenant que j'y suis. Déjà. Donc j'ai appris, mais en fait, j'avais mes journées de travail et la Ouais. nuit, je regardais des vidéos YouTube sur les logiciels de gestion de bibliothèque, sur le management, parce que Ouais. j'ai 4 détenus sous mes ordres où je manage 4 détenus qui sont bibliothécaires au quotidien, Ok. que je forme, que je recrute. Donc en fait, j'avais mes journées et j'avais mes nuits où j'apprenais suivant la to-do list que j'avais le lendemain. Ah ouais. J'allais sur internet et j'apprenais, je prenais des notes la nuit et le lendemain j'arrivais et Waouh. donc ouais, ça c'était l'un des plus gros challenges de ma carrière, Ok. et de réussir à me faire ma place aussi en détention et d'être respecté Et par ouais. les officiers, par la direction Parce et par les détenus. Et oui. Tu vas toujours au même endroit? Oui. Ok. Donc comment dire, les détenus, tu commences à avoir des vrais liens avec eux. Oui, il y a des détenus qui ont des longues peines, donc Mhm. ils sont là depuis que je suis arrivée en détention. Ok. Et je travaille avec mon collègue Samuel, qui est coordinateur culturel à la détention, et lui, il est chargé de faire vraiment toutes les activités culturelles. D'accord. Et moi, c'est vraiment axé les bibliothèques, la lecture et l'écriture. Mhm. Et en fait, on a vu beaucoup de détenus s'ouvrir socialement Ok. à travers les activités où ils proposaient ou à travers, suite à des ateliers d'écriture qu'ils avaient menés, s'inscrire Mhm. en école vraiment, il y a vraiment un processus de réinsertion qui Mhm. passe après les activités qu'on propose et leur dire voilà, en fait, oui, je fais exprès de mettre une activité le matin à 8h, mais
que tu te lèves. Parce que la vraie vie, c'est de se lever aussi. Quand tu Et vas oui. sortir, il se passera comment si t'es pas capable de te lever, en fait. Mhm. Donc ça, voilà, ça passe par toutes ces petites choses-là que C'est tout un processus. c'était tout ça un processus que j'ai appris sur le terrain, en constatant quels pouvaient être les bienfaits Mhm. de la lecture, et que ce soit aussi leur apprendre, donc leur donner confiance en eux à Mhm. travers ça, à travers l'expression, que ce soit orale ou écrite. Et ouais, des petits tips un peu sociaux qu'ils ont un petit peu perdus à force d'être en détention, quoi. Ouais. Donc, Il y en a qui sont sortis depuis. il y en a qui sont sortis. J'ai pas de contact avec ceux qui sont sortis. J'en ai beaucoup quand je leur pose la question, quand ils sont à quelques mois de leur fin de peine, s'ils vont continuer à écrire Ouais, en c'est sortant. ce que j'allais demander. Et en fait, je pense que pour eux, c'était... Enfin, il y en a beaucoup qui me répondaient que non, qu'ils n'oseraient pas dire à leur famille qu'ils avaient écrit pendant leur détention, et qu'en fait, c'était un petit peu leur jardin secret. Ok. En fait, ouais, pendant ma détention, j'étais un peu un artiste. J'étais un poète, j'étais un auteur. Mais ça, je mets ça dans ma petite boîte, et ça, pour eux, c'était vraiment pour certains, ce qui les a fait un petit peu tenir. Ouais. Et non, enfin, ils disaient, en sortant, jamais dans la vraie vie, j'oserais dire que j'ai écrit de la poésie. Ah ouais. Alors qu'à contrario, il y en a beaucoup qui écrivent des poèmes à leur famille. Ok. Il y a 2 ans, donc le vaguemestre, celui qui s'occupe de gérer les courriers entrants et sortants, il me disait, mais Julie, j'ai jamais vu autant de poèmes dans les courriers que depuis que tu bosses ici, quoi. Grosse victoire. Je suis rentrée chez moi, je dis, Bah ouais. Donc ouais, il y a pas mal de belles choses aussi qui se passent comme ça. Ouais, c'est sûr, tu peux être très fière déjà de ce projet. En fait, c'est quand j'en parle, des gens comme toi, même mes amis ou mon mari, ils hallucinent. Ils disent, non mais tu te rends compte des journées que t'as? Ouais. Mais moi, je suis tellement la tête dedans que je me rends pas compte, en fait. Donc des fois, je me pose, je me dis, ah ouais, non, quand même, c'était balèze. Oui, c'est ça. Mais c'est très rare, au final, où je m'auto-congratule. Heureusement qu'il y a des gens pour le faire autour de toi. C'est ça, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Pour dire, non, mais c'est génial, on va faire un podcast sur toi. Bah non, mais c'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec des convictions fortes, avec des messages. Ça fait du bien, quoi. Tu vois, c'est positif, et puis oui, c'est vrai, la poésie, Ah, mais la poésie est très utile, et on n'entend plus assez parler. on n'en entend plus assez parler, mais on se rend compte que quand on l'a fait découvrir à des personnes ou redécouvrir à des personnes, ils se rendent compte que ça les manquait alors qu'ils avaient même pas conscience que ça leur manquait. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je crois que j'en fais partie. J'avoue, fautive. Ah oui, non, mais il y a plein de personnes. C'est un peu comme une vieille chanson qu'on avait oublié qu'on aimait bien. Et on la réécoute, on dit, mais c'est vrai que cette chanson-là, elle me manquait, mais j'avais oublié que j'avais passé des super moments avec cette chanson. La poésie, c'est un peu pareil pour la plupart des gens, au final. Eh oui. C'est utile, mais... Et vu qu'on parle de chansons, on se demandait aussi, est-ce que pour toi, le rap ou le slam, c'est de la poésie? C'est complètement de la poésie. Et oui, fan de rap. Et ma collègue Marie, que vous avez rencontrée la dernière fois, elle organise justement un concours slam avec les jeunes de Val-de-Reuil, où ceux qui gagnent le concours slam, ils se produisent pendant notre festival Poésia en première partie d'un ou d'une rappeuse. Donc on intègre vraiment le rap et le slam à la poésie, puisque oui, c'est textuellement... c'est de la poésie, très clairement. Il y a beaucoup de chansons de rap qui dégagent des messages qui sont très forts. Et j'avais travaillé l'année dernière avec un Virus, un rappeur qui fait du rap indé. Et je l'avais emmené en détention, et il avait participé à des ateliers d'écriture à des détenus. Et c'était super, parce que ça les a encore plus rapprochés de la poésie, et de dire, en fait, ok, donc en fait, si j'écris ou si je fais du rap, c'est de la poésie. En fait, comme ce que je te disais tout à l'heure, si t'écris du rap, même que ce soit en mal ou en bien, c'est que t'as constaté quelque chose autour de toi, et que t'es sensible à ton univers, à ce qui se passe, et tu l'as mis sur du papier. Et en fait, c'est la poésie, c'est ça aussi. Donc oui, moi, je suis fervente défendrice de la poésie, c'est du rap, et le rap, c'est de la poésie. Tu en écoutes? J'en écoute. Tu écris toi aussi? Non. Moi, et pareil, on me charrie beaucoup là-dessus, c'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup dire que je suis un peu la femme de l'ombre, je suis un peu une planquée. C'est que moi, je fais travailler les gens qui savent écrire. Je fais travailler les poètes, les auteurs, les compagnies. Mais moi, non, j'écris pas. Je reste dans mon ombre tranquillement, et je me sens que tout se passe bien. Ok.
Et tu aimerais dans le futur écrire? Non, pour l'instant, t'en ressens pas le Alors, besoin. je ressens pas le besoin, pour le coup, pas d'écrire de la poésie. Ok. Mais plusieurs fois, de par les expériences que je vis à mon travail, je me dis, mais ça, en fait, il s'est passé quelque chose là, il faut que j'arrive à l'écrire pour en garder une trace quelque part et Et que ouais. je m'en souvienne. Sauf que, pareil, ça va tellement vite que Mhm. j'arrive ici et il y a d'autres projets à gérer, j'ai pas le temps et ça part. Ouais. Mais j'aimerais bien prendre ce vrai temps d'écrire Mhm. mon quotidien, que ce soit avec le poète au bus, à la détention ou même ici. Parce que des fois, il se passe des choses tellement folles qu'on n'a pas envie de les oublier, en fait. Et oui. Oui, parce que souvent, maintenant, on prend les smartphones, on filme, mais l'écriture, c'est pas pareil, Ah, quoi. l'écriture, c'est pas pareil. Ma collègue Marie, elle fait ça. En fait, il y a pas de il y a pas de recherche de style ni quoi que ce soit. Mais en fait, souvent, elle prend son petit cahier, elle écrit: «Bon, aujourd'hui, j'ai rencontré telle personne, j'ai Mhm. mangé ça, j'ai écouté ça, j'ai lu» et juste, ouais, ces petites mémoires, Ouais, donc pas en mode, journal intime, rien du tout, c'est vraiment uniquement factuel. ok. Mais je trouve que c'est une bonne chose et Ouais. je devrais le faire. Pour le coup, je suis mauvais élève, mais mais j'aimerais beaucoup prendre le temps de le faire. Ouais. Alors, tu dis prendre le temps. En effet, tu vas nous en dire un peu plus sur ce lieu que tu nous as fait visiter, donc la Factory. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente exactement? Alors la Factory, c'est, la maison de poésie de Normandie. Oui. C'est, elle existe en tant que telle depuis 8 ans maintenant, où c'est un lieu qui est fait, pour développer la poésie, notamment contemporaine sur la région Mhm. et c'est également un lieu d'accueil d'artistes. On accueille des poètes et des compagnies 2 semaines par mois sur toute la saison, donc de septembre à juin. Mhm. Et en fait, on les accueille pour qu'ils puissent créer, écrire. Et on les fait également intervenir donc sur tout le territoire, donc que ce soit en école, en établissement hospitalier, en EHPAD, en détention. Et ça, leur présence sur le territoire permet vraiment encore une fois, de réconcilier les gens avec la poésie et de se rendre compte qu'il y a des poètes vivants. Eh oui. Et les 3/4 ont 30 ans, donc des poètes vivants jeunes, quoi. C'est vrai que souvent, on pense poète déjà enterré depuis bien longtemps. C'est ça, sauf que non, il y a des poètes qui n'ont pas d'écharpe, pas de chapeau et qui ont nos âges. C'est ça. Et tout de suite, ouais, le fait vraiment de rencontrer des poètes ou des poétesses, ça réconcilie vraiment. Donc Mhm. ce lieu-là, il est vraiment là pour ça et dédié pour la création et pour faire en sorte que les artistes aient tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour créer au maximum et qu'ils soient à l'aise. Donc on les soutient aussi beaucoup dans la création. On fait une fois par mois une soirée de sortie de résidence Oui. où le public peut venir assister un peu, c'est un peu leur devoir, leur interro de fin Mhm. de résidence où en fait, ils présentent les textes qu'ils ont écrits Ok. au public. Donc c'est ouvert à tout le monde peut venir écouter les poésies qui ont été écrites pendant la résidence Mhm. ou voir les pièces de théâtre qui ont été travaillées également pour les compagnies qui viennent ici. D'accord. Trop bien. Mais rien que le bâtiment en lui-même, il est incroyable. Tu nous disais, il date de quelle année? 1900. Alors j'ai plus la date exacte, mais je crois que ouais, c'est 1900, Ouais. quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, c'était un ancien moulin parce que la Factory est située sur une île à côté de Val-d'Oreille. Oui, c'est bien pour les auditeurs de Oui. situer un peu, qu'ils aient envie de venir voir ce lieu incroyable, tu vois, parce que quand on est arrivé, nous, en voiture, on fait « Ah ouais !» Tu vois, on était ébahis, quoi. Mais c'est ça, puis c'est surtout c'est un peu une petite bulle à côté d'une ville, Ben pas oui, c'est très loin de ça. l'autoroute où on arrive ici, il y a une forêt, donc Et puis, on n'est qu'à 1h30 de Paris. c'est ça, juste à côté de Paris. Donc, venez, Oui, c'est ça. ça va être bien. Venez voir la Factory. Il y a un petit café. C'est ça, il y a un café associatif, il y a une librairie contemporaine, il y a beaucoup de choses qui se font, surtout en été. Mhm. Là, il n'y en a pas actuellement, mais dès qu'il fait beau, par exemple, tous les dimanches, on appelle ça les dimanches au bord de l'eau, Ok. où il y a des concerts sur la scène sur laquelle on se tient. Oui. Et les gens peuvent venir bruncher, regarder un concert Rien pour que le ça. dimanche après-midi, tout simplement. C'est génial. Bon, peut-être que nous, on viendra à l'occasion aussi. N'hésitez pas, carrément, vous êtes les bienvenus. Et alors, donc on a parlé un peu des projets associatifs. Est-ce que tu en as d'autres? Parce que tu disais, tu te poses pas beaucoup, tu fais plein de choses. Alors j'essaye de me restreindre dans les idées que j'ai. Là, plus ça va et plus je pense à déployer un peu plus les actions poétiques dans d'autres détentions. Mhm. Là, j'ai des projets qui vont se faire à la détention. Donc j'en ai un qui a déjà commencé à la détention de Caen. J'en ai un à Évreux
J'en avais monté un à la maison d'arrêt de Rouen, mais qui n'a pas pu être finalisé au final. D'accord. Et ouais, moi, mon idée, c'est qu'il y ait de la poésie partout dans la détention en France et que Et moi, ouais. je suis allée avec mon téléphone. Toi, t'es poète, tiens, voilà. Enfin, Partout en France. partout. Qu'il y ait de la poésie vraiment, ouais, surtout dans les détentions, parce que il y a un réel besoin. Mhm. Et j'ai vraiment envie de développer un peu les rencontres, même littéraires, et d'axer vraiment l'importance du livre et de faire comprendre que le livre est très important en détention, Mhm. à tous les corps de métier qui travaillent en détention et aux détenus, que ce soit accessible. C'est, je pense que ouais, la prochaine étape, quand j'aurai un peu le temps de souffler, c'est de dire bon, là, en Normandie, ça va. Qu'est-ce qui se passe à Paris? Qu'est-ce qui se passe Ouais. en Bretagne? Qu'est-ce qui se passe essayer de développer ça un petit peu plus. Ouais. Mhm. Et t'as une idée comment? Parce que j'imagine qu'à grande échelle, c'est pas évident. Quelles sont les étapes d'après toi? Alors à grande échelle, il y a le donc moi je suis embauchée par, le service PIP, donc je suis pas embauchée par les détentions, par D'accord. l'établissement pénitentiaire, et eux en fait ils ont des branches dans toute la France, c'est eux qui sont vraiment, qui s'occupent vraiment de la réinsertion, Mhm. des détenus et de les préparer à leur sortie. Donc ils financent énormément de choses et c'est eux qui financent mon poste, et ça il y en a dans toutes les régions. Ok. Donc je peux tout simplement contacter, être à l'affût. Là, ce qui se passe dans la région, par exemple, c'est les SPIP des autres villes qui m'ont contacté, ou les coordinateurs culturels, ou des associations qui font appel à moi Ok. pour intervenir. Donc là, c'est juste à moi de prendre mon téléphone et d'essayer de remuer un peu et de trouver les contacts et de dire bah tiens, j'aimerais bien faire ça. Après, il y a beaucoup de logistique aussi à mettre en place. Et oui. Parce que là, d'ici, je peux gérer un peu et je peux me déplacer si c'est à 2 heures de route. Mhm. Mais si c'est un petit peu plus loin, comment, enfin, concrètement, trouver les poètes qui sont pas loin de la détention pour qu'ils aillent intervenir au quotidien, ça Ouais. demande énormément de production au final à mettre en place aussi, quoi. Mhm. Donc, ouais, je commence à avoir un petit peu plus large au niveau des détentions, mais Ouais. je me restreins quand je pense à la to-do list. Elle est longue. Elle est longue. Puis aussi, c'est ça, donc ça, c'est vraiment ce que je fais la semaine. Mhm. Et le week-end, serait de développer le poète au bus et d'aller dans plein de villes, de villages, dans des festivals en été. Oui, parce qu'il bouge partout. beaucoup ce bus. Là, cette année, il est sorti 3-4 fois. Ok. Là, il va ressortir en septembre maintenant, parce que comme la saison des festivals est terminée, Repose. il se repose un peu. Et moi aussi. Mais voilà, c'est ce que j'ai des ambitions pour ce qui se passe dans la semaine avec la détention, Mhm. la gestion de la librairie ici et du lieu, et le poète au bus qui sort les week-ends. Donc c'est... des fois, j'essaie de me tempérer en disant non, va pas là-dedans, ne réponds pas à cet appel à projet-là, tu vas t'embarquer dans un truc où ça fait 2 mois que t'as pas été chez toi. Oui, parce qu'il y a une vie de famille, j'imagine, à côté aussi. Alors, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants et d'avoir un mari intermittent du spectacle, D'accord. ingé son. Donc, Ok. Il comprend. il comprend parce que de toute façon, il est pas souvent là non plus. Donc, donc on se croise souvent et de temps en temps, on dit bon, là, si on arrêtait de travailler un peu et qu'on passe un peu de temps tous C'est les ça. deux. Donc Ok. ça va, c'est pour ça que j'ai pas cette problématique-là, Mhm. parce que on est tous les deux indépendants, on est tous les deux passionnés par nos boulots respectifs. Lui, c'est la musique et moi, c'est la poésie. Donc quand on Mhm. se retrouve, on échange et c'est cool. Il est dans la musique, lui? Oui. Du coup, c'est un peu de la poésie aussi. Alors, il est pas musicien, il est technicien. Ah, ok. Alors, les techniciens du son, j'ai déjà essayé de l'inviter à des soirées de poésie, Oui. et avec des potes à lui, et je pense qu'ils m'ont haï pour C'est pas vrai. pour 10 générations. Mince, on a Mais loupé. comme il s'intéresse quand même, parce que je leur rabâche quand même pas mal. Il y a une soirée, venez. Donc il s'y intéresse et ils savent dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien. D'accord. Mais quand c'est pas bien, ils sont sans pitié. Donc c'est une grosse prise de risque pour moi de les inviter aux soirées poésie et de les intéresser à la poésie. Ah ouais. C'est super intéressant tout ça. Tu nous as raconté quelques anecdotes, mais j'avais envie de savoir si on avait une qui t'avait touché plus particulièrement. Est-ce que tu as une histoire C'est difficile. C'est difficile. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ouais, je pense que c'est vraiment celle dont je t'ai parlé. Il y a un détenu. C'était au tout début où j'étais arrivée à la détention. Mhm.
Il a participé au tout premier atelier d'écriture que j'ai fait. Et en fait, à la fin de ces ateliers d'écriture, on a fait une restitution. En fait, ils devaient lire leur texte devant d'autres détenus dans la salle de spectacle. Donc, le matin, j'avais passé la matinée avec eux, avec la poétesse qui les avait fait écrire pendant 2 mois, pour qu'ils s'entraînent à parler, qu'ils prennent confiance en eux. Et lui, il avait très peur de ça, très timide. C'était la première fois qu'il osait participer à un atelier d'écriture, à s'exprimer sur le papier. Et en fait, il est monté sur scène, il a lu, et il est descendu. Et en fait, il avait un sourire, il était tellement fier de lui. Et je pense que ce soir-là, je pense pas que je l'oublierai un jour. Et de voir tous ses co-détenus et tous les autres gars, même de la pénitentiaire, qui après se sont mis à l'appeler Shakespeare. C'est génial. C'est génial. Et ouais, ça, je pense que c'est l'anecdote. En plus, c'est le tout début où je travaillais à la détention. C'était mon tout premier atelier d'écriture sur le long terme que j'ai organisé. C'était aussi beaucoup d'organisation. J'étais stressée de savoir comment les participants allaient recevoir ce que je proposais. Et donc, cette anecdote-là, je pense que c'est celle qui me tient le plus à cœur. Ouais. Et qui me permet de garder le moral quand il y a des défauts où ça marche pas du tout. Ah ouais, il y a quand même des fois où... Il y a quand même des fois où ça marche pas par manque d'intérêt, parce que des fois juste les personnes viennent pas parce qu'elles ont parce que ça reste un univers carcéral, donc une mauvaise nouvelle. Le matin qui tombe ou la veille qui tombe ou un problème, et je me suis dit j'avais organisé des ateliers d'écriture où les gars, personne venait. Ah ouais. Parce qu'il y avait un problème dans le quartier, donc le quartier était bouclé, donc personne ne pouvait sortir. Ok. Donc toi, t'es là avec ton poète et t'es tout seul. Donc oui, il y a des... Mais ça, c'est pas par manque d'intérêt de la part des gars, c'est vraiment le milieu qui fait qu'il y a des difficultés du quotidien qui sont très lourdes à porter. Donc ça fait partie aussi du jeu. Tu le sais. Je le sais. Et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer un peu dans un projet comme le tien, ou en tout cas associatif, à vouloir aider des gens? Parce que c'est pas facile de se lancer de rien ou... Alors, c'est pas facile de se lancer, mais je vais pas beaucoup aider, mais faut se lancer. Voilà, oser. C'est oser et ouais, se lancer. Moi, la première fois que j'ai vraiment ressenti le besoin d'être concrètement utile, c'était avec une amie à moi. On voulait intégrer des associations pour faire des maraudes, pour distribuer des repas dans la rue. D'accord. Et en fait, on tournait autour en disant il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Et à un moment donné, je crois que c'était un dimanche en début d'après-midi. On s'est regardé, en fait, viens, on fait des brownies, on fait du thé, on fait du café, on met tout ça dans des sacs à dos, puis on y va toutes les deux, en fait, tout simplement. Ok. Et on l'a fait. Et on s'est rendu compte que c'était juste super simple, en fait, parce qu'on était toutes les deux dans un désir d'aider les gens, d'être utiles, mais pas de façon pécuniaire, parce qu'on sait jamais au final l'argent à quoi il sert, ou pas de participer, pas de donner. Et on s'est dit, en fait, juste tout simplement, on fait des madeleines et puis on prend des thermos et on va rencontrer les gens et on va leur donner des pâtisseries et ça va être cool, quoi. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et après, on rencontre facilement des gens. Donc, je pense que les gens qui ont envie de se lancer, avant de se lancer, c'est de vraiment pas oser de partager les idées qu'ils ont à leur entourage, parce que, en fait, il suffit qu'on commence à parler d'initiatives comme ça, qu'on a envie, ou d'idées, pour que tout le monde autour de la table, mais moi aussi j'avais pensé, puis j'avais pensé que on pouvait faire ça, puis j'ai entendu parler que... Sauf que comme personne n'ose trop le dire, parce que je crois que j'ai l'impression que le monde actuel fait qu'on a un peu honte de vouloir être gentil et bienveillant. C'est dommage. Mais parce qu'en fait, c'est ça, dès qu'il y a des belles idées ou des belles initiatives, les gens osent pas, ils le disent à mi-mot. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui ose dans un groupe dire moi je fais ça ou j'aimerais bien faire ça, il y a une espèce d'énergie qui se crée. C'est vrai. Et viens, vas-y, on le fait. Et c'est ok. Et à plusieurs en plus. Et à plusieurs, donc pas vraiment assumer le fait de dire oui, moi j'ai envie de faire ça, et les gens autour vont parler et ça va faire du bruit et ça va donner une énergie, ça va donner envie de le faire. On se sentira moins isolé. Donc je pense que c'est le début, ouais. Top. Est-ce que tu aurais, toi, un poète un peu chouchou, qu'est-ce que tu nous ferais écouter, par exemple, ou lire, tu vois? Je vous ferai lire Aldo Cresci.
Ok. qui est un poète. J'ai pas envie de le décrire comme loufoque parce que c'est pas ça non plus, mais qui fait une poésie très satirique de la société. C'est-à-dire qu'il va prendre un moment du quotidien et dans son esprit, il va le transformer en quelque chose d'assez dingue. Mhm. Et je trouve que il met en avant des choses qui vont pas dans la société, mais de façon complètement farfelue et c'est génial. Enfin, j'adore sa poésie. Il y a aussi Henri Alain Ok. qui a écrit, quand j'ai lu son recueil, il m'a fait énormément de bien et il a donné, c'était vraiment des cartes postales Mhm. où quand on lit le livre, on a l'impression d'être en montagne. Ok. Tellement c'est bien décrit et il transporte vraiment avec, pareil, avec des belles phrases très simples mais qui tombent juste. Ok. Euh, On prend note. Ouais. Je vous les offrirai, les recueils. Si vous voulez les C'est lire. gentil. Et ben super, on arrive un peu à la fin de cet entretien. Il nous reste 2-3 questions au vu du moment qu'on a passé ensemble. Pour toi, comment tu décrirais un héros minuscule? Elle s'étouffe. Comment décrire un héros minuscule? Par sa discrétion. Ok. Je pense que les héros, moins on les voit et plus ils sont grands, je pense. C'est beau. Enfin, donc ouais, je les décrirais comme ça, discret. Ok. C'est joli. Ça va, c'est validé. Après, c'est très personnel, mais c'est vrai qu'on aime bien demander à nos invités leur définition et on a de très jolies réponses. Ouais. Ben ouais, discrétion. Ouais. Je pense que ouais, enfin la discrétion et c'est les vrais, c'est ceux qui ont pas conscience. Enfin, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont super humbles, ça, discrets et en fait, ils te disent une phrase et tu es là: «Ah OK, donc toi c'est ça. D'accord». Donc ouais, pour moi ce sera ça la définition, Ok. Mais t'as conscience que c'est ce que tu fais? Non, parce que moi j'en parle, Oui. je sais pas, je m'en cache pas, je le crie Non, pas sur tous mais les toits non plus, mais t'as ce côté humble. discrète. Ouais, peut-être discrète, mais ouais. Et est-ce que tu aurais un héros minuscule à nous recommander? Quelqu'un que tu penses qui pourrait passer à ce micro? Ah bah, j'allais vous parler d'elle justement. Ah, bah voilà, elle est en direct! Elle est en On a une direct, invitée c'est surprise! ça. Charlène d'Amour, c'est ma collègue et son nom de famille, c'est vraiment d'Amour, Mais non. Incroyable. qui est, Non, c'est parfait, ça fait partie du ça fait partie du c'est direct. c'est la beauté du podcast. Oui, parce que, elle est un peu comme moi, elle est discrète OK. et c'est une machine de guerre. C'est-à-dire quand elle décide que ça doit se passer, que ça doit bien se passer et elle a envie de défendre, je pense qu'elle défend la poésie avec encore plus de hargne que moi. C'est vrai. Ouais, ouais. Moi, je le défends dans la discrétion, Shahen, elle le défend haut et fort. Super. Eh ben, très bien, on ira donc la saluer à la fin. Et pour finir, comment justement, les auditeurs peuvent, vous suivre, te contacter? Bah, sur, le site internet de la Factory, Ouais. il y a tous les renseignements qu'il faut. On est aussi sur Instagram, sur Facebook. Ça fait un peu influenceur de dire ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est important de nos jours. On C'est sait que c'est un peu, c'est ça, c'est par, vraiment sur les réseaux, on essaie de communiquer au maximum pour que les gens voient ce qu'on fait et qu'ils viennent ici. Ne pas hésiter à aller sur le site de la Factory, maison de poésie de Normandie. Donc puis oui, il y a toutes les coordonnées, il y a les adresses mail, et c'est sur l'île du Roi, à Val-de-Reuil. eh ben, parfait. On a toutes les infos. Super. Merci beaucoup Bah, merci à vous, pour c'était cool. ce moment. J'espère que tu as passé un bon moment en tout cas. Ça va et au final, ma voix ne m'a pas trop angoissée, donc c'est parfait. Bah, merci, bonne continuation. Merci à vous aussi et puis au plaisir de voir les autres, de découvrir les Et mini-héros, oui, et vive la poésie. et vive la poésie, À carrément. bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Héros minuscules. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, on compte sur vous pour 2-3 actions minuscules. La première, vous abonner et mettre 5 étoiles. La deuxième, vous demandez quelles sont les 2 premières personnes à qui vous auriez envie de partager cet épisode et envoyez-leur un petit message. La troisième, pensez également à liker nos réseaux sociaux pour aller plus loin dans l'univers des héros minuscules. Et à très bientôt. Et on vous embrasse.